Bonjour à vous et bienvenue, passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval et passionné d'éthique et d'intelligence artificielle, évidemment. Cette semaine, co-animatrice Ève Gaumont est avec nous. Bonjour Ève. Bonjour Jean-François, bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Ben oui, il faut l'ajouter aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour à vous. Nous recevons Cécile Petitgand. On prononce comme ça, Cécile? Je ne vous ai pas demandé Oui, ça en c'est pré-entrevue. parfait. Très, très bien. Cécile Petitgand. J'ai les mêmes problèmes avec Sénéchal, Sénécal. Je vous dirais que c'est ça. Sur LinkedIn, j'ai vu que maintenant, on peut même ajouter la prononciation de notre nom. Ça nous évitera quelques problèmes, Cécile. Écoutez, pour cette entrevue donc d'IA Café, nous recevons, en fait, vous apprêtez encore une fois à prendre un café avec une chercheuse qui tente de tisser des ponts entre le domaine de la santé et la recherche en intelligence artificielle, Cécile Petitgand. Donc, Cécile, elle est à distance, vous l'entendrez, elle est à Montréal, c'est ça, Cécile? Oui, exactement. Et nous sommes à Québec, en zone orange, et je ne parle pas de la couleur des feuilles d'automne. Vous savez exactement ce à quoi je renvoie. Cécile, elle est conseillère senior, je vais finir par le dire, volet innovation, intelligence artificielle au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM. Vous m'arrêtez, Cécile, si je me trompe ou si j'ai mal lu votre CV. Chercheuse professionnelle de la santé au Centre de recherche du CHUM. Doctorat en sciences de la gestion à l'Université Paris-Dauphine et de l'Université de Sao Paulo au Brésil, évidemment. Maîtrise en sciences économiques de la Paris School of Economics. Postdoctorat au Hub Santé, Politique, Organisation et Droit de l'Université de Montréal plutôt. Expertise qui porte en particulier sur la gestion du développement et de l'implantation responsable des systèmes d'intelligence artificielle dans les centres hospitaliers universitaires du Québec et du Canada. Donc, on le voit bien, intelligence artificielle et le terrain, c'est quoi? Ce sont nos hôpitaux du Québec et du Canada. Cécile, maîtrise en économie, doc en gestion, postdoc en santé, IA. Comment on passe de l'économie à la gestion, à la santé, à l'intelligence artificielle? C'est quoi l'histoire là, interdisciplinaire là, qui se cache derrière ce beau parcours? C'est plusieurs intérêts, en fait, qui m'ont mené d'un champ à un autre, d'une discipline à une autre. Je suis d'abord allée au Brésil pour étudier l'économie de l'environnement et la déforestation. Donc, je vous dirais, j'étais un petit peu loin de la santé, mais ça m'a porté à m'intéresser aux innovations sociales, à l'inclusion, aux questions de développement. Donc, en allant plus d'une version sciences humaines, d'où mon doctorat en sciences de gestion sur l'entrepreneuriat social brésilien. Okay. Et dans ce cadre, j'ai étudié des groupes de santé mentale qui étaient en réinsertion professionnelle par l'activité textile et la sérigraphie. Et je travaillais sur l'éthique de l'innovation sociale. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un chercheur de l'Université de Montréal, Jean-Louis Denis, qui m'a invité à faire un postdoc en santé sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on a toujours un mot-clé qui lie un champ à un autre, un pays à un autre. Mais je navigue surtout par mes intérêts et je dirais même des passions. Ben oui, on voit bien le lien qui se tisse entre ces différents champs. C'est quelque chose d'assez commun là, en intelligence artificielle de voir plusieurs profils. Hein. C'est pas ceux et celles, il y a 10 ans, qui avaient une formation en éthique et intelligence artificielle, en droit intelligence artificielle. Il y a 10 ans, l'intelligence artificielle n'existait pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins dans nos vies. Donc, c'est normal que ces profils-là là, se soient tranquillement conçus à la jonction de ces différents champs universitaires, académiques. Cécile, sur votre CV, on lit, et je cite, « Mon objectif est de mettre mon expertise et mes compétences en recherche et gestion au service de l'intégration responsable de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé. » On voit le lien intelligence artificielle,
hôpital santé. Cécile, j'ai une question pour vous. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, on m'a demandé de leur faxer un document. Faxer, Cécile. Avez-vous un fax, Cécile, à la maison, à quelque part? C'est toutes les contradictions de nos établissements de santé, me semble. Et même, je dirais, quand on va en santé communautaire, dans des cliniques médicales, on veut informatiser, on veut numériser les processus de santé, on veut mettre des algorithmes intelligents qui analysent des données massives, font des recommandations à des médecins très experts, mais en même temps, on est paralysé par certains processus avec une dépendance à un chemin qu'on a pris. Ben oui, Et donc cette dépendance, ouais. c'est quoi, bon, on y arrive d'abord. C'est quoi les principaux obstacles quand on veut implanter, comme ça, instaurer, intégrer des applications d'intelligence artificielle dans des établissements de santé? C'est quoi les principaux freins? C'est quoi qu'on rencontre comme obstacle pour un chercheur comme vous qui a bien observé ce qui se passe dans le domaine? Et quand j'étais en recherche, j'avais quand même pendant mon postdoc, donc avant d'entrer dans une position de gestion, j'avais une vision peut-être un peu théorique des obstacles, c'est-à-dire adoption, pratique, peur. Et en rentrant dans les établissements et en connaissant la complexité des processus, je me rends compte que l'obstacle, c'est beaucoup de précautions qu'on doit prendre avec la santé, la sécurité et la qualité des soins. Et l'innovation est rapide, elle porte des promesses, mais en même temps, on doit respecter comme ces principes de précaution, comme on les appelle. Et c'est ça, en fait, un obstacle principal avec l'innovation en santé, il me semble, c'est qu'on veut pousser quelque chose, mais on a mis en place beaucoup de freins qu'on appellerait comme des procédures de sécurité qui vont ralentir le pas de l'innovation, qui vont parfois décourager certains innovateurs et qui vont souvent rapporter beaucoup de coûts supplémentaires qu'on n'a pas prévus. Et ces coûts en ressources humaines, ressources matérielles, c'est aujourd'hui des barrières importantes à l'implantation de l'IA. C'est quoi des exemples de procédures de sécurité qui peuvent nuire comme ça? Je dirais que par exemple, vous voulez implanter un nouveau logiciel dans votre établissement de santé. On vous a dit qu'il va pouvoir s'arrimer à vos systèmes d'information pour pouvoir capter de la donnée et vous aider à organiser des conférences multidisciplinaires en cancérologie, par exemple, les tumor boards. Logiciel très intéressant, portant des algorithmes d'IA. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure qu'en arrimant à vos systèmes d'information hospitaliers, vous devez avoir une approbation ministérielle, que ça va prendre plusieurs mois, qu'en même temps, le développeur va devoir faire un accompagnement continu pour adapter les sources de données, permettre la transmission, etc. Quelque chose que vous n'avez pas prévu en avance quand il vous disait qu'il allait tout arrimer, prendre vos données et faire de l'analytique. Et il y a tout le soutien humain. Vous voulez collecter de la donnée, vous allez devoir libérer du temps médecin pour qu'ils puissent prendre en compte les systèmes, donner des feedbacks aux développeurs pour adapter le système d'information à l'hôpital. De toutes ces réalités de l'IA et de ce qui entoure l'IA, c'est ça aussi, c'est ça le frein organisationnel dont on parle souvent dans l'implantation des technologies, particulièrement en intelligence artificielle. Vas-y, Elle. Là, est-ce qu'on voit obstacles? Parfois et sur beaucoup d'endroits, on utilise des obstacles, on parle de réglementation comme des obstacles, alors que ça pourrait être plutôt des garde-fous. Des fois, c'est peut-être intéressant de ralentir l'innovation. Est-ce que le dernier exemple que vous nous avez présenté, semblait vraiment être une barrière, quelque chose qui nuit au développement, mais s'il y en a des obstacles qui sont en fait des garde-fous et qui favorisent le développement éthique ou responsable de l'intelligence Peut-être artificielle? plus à long terme aussi, là. Oui, et d'ailleurs, je les vois pas comme des obstacles, je les vois comme des pare-feux, des garde-fous, exactement. Je sais qu'à chaque fois qu'on a un innovateur qui veut rentrer dans notre centre hospitalier, il y a un certain nombre d'ententes, de prérequis qu'on lui demande d'adopter. Et pour nous, c'est pas des barrières, et d'ailleurs, les innovateurs le comprennent très bien. Respect de la confidentialité des renseignements personnels qui vont être collectés, le fait que les serveurs qui hébergent les données doivent être présents au Québec ou sinon au Canada. On fait des analyses juridiques lorsque les serveurs sont à l'étranger pour voir l'équivalence des législations. Tout ça, pour nous, c'est pas des obstacles, ce sont des prérequis. Quand on parlerait de barrières, c'est parce qu'on n'a pas encore des solutions faciles. Et je dirais que là, le droit nous fournit des outils assez faciles, puisqu'on peut en faire des modèles et on peut les utiliser, les répliquer, etc. Mais quand on parle d'obstacles, c'est qu'on n'a pas encore de solution facile. On est face à de la complexité, on n'a pas les bonnes méthodes, ou du moins on est en train de construire nos outils pour rendre le processus plus fluide. On parle
bon, on parle des obstacles, mais peut-être faudrait peut-être placer le contexte un peu. Quel type d'application en ce moment, là, c'est quoi les applications qu'on tente d'implanter, d'introduire dans ces hôpitaux? À quoi ça ressemble exactement? Peut-être des exemples plus concrets à appliquer? Je peux donner plusieurs exemples dans les hôpitaux et peut-être d'autres au niveau des patients, nous, comme consommateurs. Mais au niveau de l'hôpital, quelque chose qui commence vraiment à s'accélérer, c'est en imagerie, c'est-à-dire en analyse d'images. Là, on voit que ça va très vite pour la reconnaissance des tumeurs, des anomalies, par exemple, pulmonaires. Il y a des innovateurs qui nous ont proposé, par exemple, des formations pour détecter la COVID sur des radiographies pulmonaires. Là, c'est présent, c'est disponible. En ce moment, là, sur Encore, la COVID, il y a des ouais, applications comme ça en IA qui nous permettent d'identifier des symptômes de la COVID sur les poumons, c'est ça? exactement. En Chine, c'est très présent. Il y a déjà des articles qui ont été publiés. Et là, au Canada, nous, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte de l'hôpital pour nous fournir une formation pour nos professionnels gratuitement pour qu'ils apprennent à détecter la COVID par détection automatique avec un algorithme. Donc, vous voyez, ça, c'est disponible, mais c'est encore en validation. C'est-à-dire, il faut faire un versus une expertise médicale quand on teste une telle application. Ben oui. Je pense à autre chose en cancérologie, donc pour la segmentation. Avant de faire un traitement en radiologie, on doit segmenter les tumeurs. Donc ça, ce sont des physiciens qui sont spécialistes, qui passent des heures à faire des plans de segmentation, des plans de traitement. Aujourd'hui, on a une application qui peut proposer de faire ces plans de traitement en quelques minutes. Donc avec vérification d'un expert, mais c'est une accélération considérable Puis l'implant, du temps. qu'est-ce qu'elle fait? Elle planifie sur les cancers, c'est quoi? Elle cerne la tumeur, elle Oui, cible c'est un algorithme, exactement. où et C'est un comment algorithme. opérer, c'est ça? C'est un algorithme, exactement. C'est un algorithme qui est entraîné à partir des plans de soins, des milliers de plans de soins, qui peut facilement pouvoir identifier les organes à protéger, à pas atteindre par le plan de traitement, à bien faire les contours d'une tumeur. C'est quelque chose qui prend énormément de temps parce qu'on doit faire tous les plans. Ben oui. Donc, je connais pas dans le détail, mais J'ai je jamais sais fait ça que non plus, moi. ce type d'application peut gagner des heures considérables et ça entraîne toute une logique de comment gérer le changement face à de tels systèmes automatisés, c'est-à-dire ces professionnels-là, il faut qu'ils pivotent un peu leur secteur d'expertise pour être avec l'algorithme et non tout seul et pas être remplacé, bien sûr. Très intéressant. Donc, c'est ça, c'est évidemment deux exemples très passionnants. On voit là, il y a du potentiel là-dedans. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qu'on risque davantage de voir sur le terrain? Parce que c'est sûr que ceux-là, on le voit, l'imagerie, le cancer, la COVID, c'est spectaculaire, mais est-ce qu'il y en a des peut-être un peu plus subtils qui risquent plus fortement d'être implantés prochainement? Oui, et je vous dirais, on a tous de l'IA au poignet, là. Si vous avez une montre intelligente, elle porte un algorithme qui va analyser les données et à partir de ça émettre des alertes. Bon, ça peut être la programmation assez facile. Elle peut même apprendre avec les données de vos activités. Donc, je dirais que l'IA, là, en santé, on peut tous l'avoir à portée de main. Mais quelque chose que je vois très, très fortement s'étendre et qui répond à une demande des médecins et professionnels de la santé qui est directe, c'est la retranscription automatique des interactions et du langage. Donc, avec des algorithmes d'analyse du langage naturel, on a de plus en plus de fournisseurs de systèmes d'information qui mettent en place des systèmes qui permettent d'enregistrer une conversation et de faire une retranscription, une note de médicale automatiquement. Comme Mm. une discussion qui pourrait avoir lieu entre un médecin, un patient, puis tout à coup, tu as une saisie de la discussion qui est en train de se faire, puis tout à coup, puis il y a une IA qui passe dessus, puis qui est capable de transcrire en texte, c'est ça? Exactement, qui pourrait populer des champs, par exemple, qui après seraient vérifiés par le médecin, mais qui permettraient un gain de temps considérable, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des burn-out qui sont provoqués en grand nombre par le fait que des médecins sont forcés par la reddition de comptes obligatoire de rentrer des tonnes de champs au terme d'une interaction avec un patient ou lorsqu'ils ont un moment de libre pour faire des notes médicales. Nous, chez mon ami, en place un système en validation pour que quand le patient répond à un questionnaire, par la suite, une de note médicale soit générée pour retranscrire son histoire de cas. Donc, ça s'inscrivait dans cette volonté de gagner du temps et de soulager la tâche administrative des professionnels de santé.
C'est tout à fait enthousiasmant d'entendre ça. Ça nous, en fait, si on regarde dans le futur, ce qui se passe en ce moment, c'est on est vraiment loin de tout cela. Il me semble que le système est assez lent, assez lourd. Là, ce qu'on nous dépeint, c'est plutôt un système qui serait efficace, informatisé, rapide. Donc, c'est intéressant ce qui nous annonce, mais on n'a pas le choix de poser la question des craintes aussi peut-être qui sont associées. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer vite, sinon il y en a plusieurs qui nous signaler que c'est pas tout rose dans ce domaine-là. Là. Tantôt, on parlait de la collecte des données, c'en est une. On parle une discussion entre un patient et un médecin. Ben, s'il y a une saisie, finalement, ça reste des données. Est-ce que ces données-là ou ces conversations-là pourraient se retrouver éventuellement dans le public? Donc, j'imagine qu'il y a des craintes qui sont associées. C'est quoi les principales craintes qu'on entend qui sont associées aux différentes applications? On en a vu dans différents champs, mais en santé, c'est quoi les principales craintes? On l'a vu dernièrement dans les médias avec la crainte du partage des données personnelles, de nos données de santé à des géants. Et donc, on voit quand même que ça soulève des controverses. On touche un point sensible des discussions entre citoyens. Qu'est-ce qu'on fait de mes données? Avec qui on les partage? Est-ce que ça peut porter préjudice si mon assureur a connaissance de mon activité physique, de mes antécédents médicaux, de mes visites auprès de professionnels de la santé? On est tous sensibles à ça. C'est vrai. Est-ce qu'on va être discriminé à cause de ce qu'on fait au jour le jour et qu'on ne voudrait pas partager avec quelqu'un qui n'est pas un membre de notre famille ou un proche? Ça, je pense que c'est une crainte principale et il faut y répondre. Et il y a des solutions. C'est quoi les garde-fous? C'est quoi les solutions qu'on imagine en ce moment? On le disait précédemment. C'est-à-dire que si on a un bon cadre de gouvernance et qu'on donne aux centres hospitaliers comme le nôtre des outils pour pouvoir assurer le respect des données confidentielles, faire aussi de la formation, de l'éducation en disant aux innovateurs, faites attention avant de commencer un projet, même avec une start-up, signez une entente de confidentialité, dites-leur que c'est important que chacun de leurs employés soit sensible à bien conserver les données, à que le serveur soit hébergé chez nous, à ce que les ententes soient faites. Donc, il y a vraiment pas seulement des ententes juridiques là, signées, mais un discours à exposer explicitement qu'on fait face à des données qui sont même anonymisées, qui sont des données de personnel à la base, qu'il est toujours possible de réidentifier un usager en croisant les données. Et donc ça, c'est à la fois un cadre juridique, mais aussi beaucoup de formation. Ça, c'est une crainte. C'est-à-dire les données, on en parle beaucoup, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des exemples où justement on pourrait, peut-être une preuve là, par concept, là, où on pourrait faire des recoupements entre certains champs de données pour briser peut-être l'anonymat? On tente toujours de protéger l'anonymat ou la confidentialité des patients, mais est-ce que c'est possible avec certaines intelligences artificielles de faire des recoupements différentes banques de données puis briser cette confidentialité-là? Est-ce que c'est possible? Moi, je peux pas parler techniquement parce que je n'ai pas connaissance, mais de mes lectures, oui, il est possible de réidentifier. Je crois qu'on n'a même pas besoin de l'intelligence artificielle pour ça. C'est du recoupement de données à partir d'une localisation, quelque chose qui permet de réidentifier une personne. Mais en parallèle de tous ces systèmes, on va dire, qui vont mettre à mal la confidentialité, il y a d'autres techniques qui permettent de protéger encore plus l'anonymat. Par exemple, on permet aux chercheurs parfois de travailler sans avoir accès aux bases de données. Ah. C'est-à-dire, ces données sont stockées de façon sécurisée et on donne un accès seulement pour l'analyse. Puis après, le tout remonte. Je peux pas rentrer dans le détail parce que j'en ai même pas connaissance de comment ça fonctionne, mais il y a vraiment des systèmes qui permettent de plus en plus de garder la confidentialité. Donc on craint que la confidentialité soit brisée, mais en même temps, avec les mêmes applications, on peut aussi protéger davantage la confidentialité, protéger l'anonymat. Avec les mêmes outils, on peut faire l'un et le contraire, c'est ça? Est-ce que ce dont... Vas-y, Eve. Est-ce que ce dont vous parlez peut-être pour exemplifier les bases de données auxquelles on n'a pas accès aux données, mais on peut faire des recherches par-dessus, est-ce que c'est un peu le même principe que ce qui se fait à Pulsar à l'Université Laval? Il me semble que c'est ce que présentait Philippe Després un jour. Oui, il y a beaucoup de travaux que vous faites aussi pour que on n'ait pas accès aux données, mais je pense on parle aussi de faire de l'entraînement, de l'apprentissage d'IA décentralisé. Ça, c'est autre chose. Je sais pas je pense que Pulsar aussi a cette idée-là qu'on lance un algorithme finalement pour l'entraînement et aussi pour la validation sans déplacer les données. Elles restent dans les centres hospitaliers, elles restent dans les
système de soins, mais en permettre de faire de l'apprentissage en fédéralisant, en décentralisant. Et ça, c'est vrai que ça augmente aussi la sécurité, le risque de bris de confidentialité, etc. Et aussi l'énergie qu'on doit investir pour transférer les données d'un lieu à un autre. Très intéressant. Lors d'une récente entrevue qu'on a faite avec Justine Dima, Justine nous parlait des biais en intelligence artificielle, puis des biais qu'on peut retrouver, on peut retracer dans le processus de recrutement, d'embauche en ressources humaines. Est-ce qu'il y a des biais comme ça qui peuvent être identifiés avec les intelligences artificielles en santé? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi en santé? En fait, en santé, je pense que c'est dans tous les autres domaines. Ce sont des biais qui sont liés à la nature des données. Et à quoi ça ressemble en santé? En santé, concrètement, si vous avez une application d'intelligence artificielle qui a été entraînée avec des données qui ne sont pas représentatives de la diversité des populations, je vous donne un exemple concret en dermatologie où on a tous des couleurs de peau différentes et où on sait que les bases de données qui sont utilisées pour entraîner ce type d'algorithme sont plutôt de peau claire. L'algorithme sera moins performant à détecter des tumeurs ou analyser la nature d'un grain de beauté, stade d'avancement, type de dangerosité, sur des peaux plus sombres, des peaux noires, etc. Ça, c'est un biais qui est présent, mais je vous dirais en génétique, où les bases de données mondiales se représentent des populations caucasiennes, on en a connaissance depuis plus d'une dizaine d'années de ce type de limitation. Donc, c'est pas nouveau avec l'IA. Tout est en rapport avec que représentent aujourd'hui nos données, certainement pas la diversité des épisodes de soins. Et en plus, en santé, il faut savoir que souvent, elles sont très peu structurées, difficiles finalement on dit nettoyer pour pouvoir entraîner un algorithme. Il faut faire des réajustements. Les biais peuvent être corrigés. Ça, c'est pas. Parfois, on a des Mais c'est données qui sont peut-être la bonne incomplètes. nouvelle aussi, c'est que ces biais-là peuvent être corrigés, c'est-à-dire que les outils qu'on a mis en place, ces IA-là, nous permettent peut-être plus de révéler avec encore plus de vigueur quels sont nos biais existants, puis ce faisant, nous propose en même temps peut-être des pistes de solutions pour corriger ces biais-là, si je comprends bien. Là. Oui, il y a des chercheurs qui disent on porte beaucoup d'attention aux biais de l'intelligence artificielle, mais les biais humains sont terribles. Ben oui, c'est ça. Hein. L'algorithme décisionnel d'un médecin est influencé par les 50 derniers cas qu'il a vus. C'est vrai. Où est-ce qu'il officie, qu'est-ce qu'il a mangé 2 heures avant. Sa fatigue, c'est un chercheur exactement. Ses origines, son milieu social, tout ça influence évidemment l'exercice de son jugement qu'il pense neutre, objectif, mais à la fin, c'est influencé par toutes sortes de facteurs psychosociaux. Là. Exactement. Donc, peut-être que je voudrais être mieux soignée par une IA qui a vu 100 000 cas et très différents de tous les continents et potentiellement un cas similaire au mien, un tel jumeau génétique, qu'un médecin qui aurait vu des personnes qui ne me représentent pas, qui n'ont pas les mêmes symptômes que moi, par exemple. Ou mieux, une combinaison entre les deux. C'est-à-dire que le médecin avec ses imperfections, puis l'IA à côté qui corrige peut-être ses imperfections. Ça serait peut-être dans l'idéal des choses. Ça, c'est sûr. Vous avez aussi travaillé sur, je voyais dans votre CV que vous avez travaillé sur la Déclaration de Montréal. On n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast. Peut-être nous expliquer, c'était quoi la Déclaration de Montréal? C'est quoi la Déclaration de Montréal? C'était quoi le contexte? Puis, c'est quoi l'origine de tout ça? Pourquoi fonder tout ça avec une déclaration? Puis, c'est quoi la portée de tout ça? Je voudrais juste préciser que je n'ai pas travaillé sur la déclaration parce que je n'étais même pas présente au Québec. C'est un article qui abordait... Ah oui, exactement, voilà. je veux juste préciser. C'est normal que ça ne soit pas évident, mais moi, je suis arrivée par la suite et ma superviseure de postdoc, Catherine Régis, a vraiment participé à ce processus de co-création qui a conduit à la Déclaration de Montréal et on a travaillé ensemble sur comment transformer les principes de la Déclaration de Montréal, telles que la transparence, l'équité, etc., en actions concrètes et même en principe de juridiction. Ça fonctionne bien, ça, parce que c'était un peu la critique que j'avais à l'époque. Je me disais, bon, c'était des principes très globaux. Là. On voit ça, là, c'est des principes, ça pourrait guider à peu près n'importe quelle technologie. Donc, c'était de l'éthique de la vertu, là, des grands principes. On souhaite que ça guide l'action, mais en même temps, je me demandais justement les actions concrètes, comment on peut transformer ça en action. Puis ça se valide, ça se voit maintenant, les impacts de cette déclaration sur les actions qui sont posées?
Oui, je pense que ça a un vrai impact. Je peux parler au niveau du centre hospitalier de l'Université de Montréal où je travaille. C'est un enjeu pour nous de traduire les principes de la Déclaration de Montréal, mais ils sont ancrés dans nos pratiques. Aujourd'hui, quand on a un partenaire qui veut valider une innovation, on lui demande d'approuver des principes qu'on a sélectionnés, qu'on a résumés de la Déclaration de Montréal, et on veut qu'il s'enligne avec nos valeurs responsables, pertinentes, novatrices de l'innovation. Donc, on a comme cadre d'action la Déclaration de Montréal. Et aujourd'hui, on a des groupes de travail au centre hospitalier qui travaillent à traduire les principes en actions concrètes pour nos innovateurs en santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être transparent Ben oui, c'est ça. lorsqu'on Prenons développe une l'exemple de la innovation? transparence. C'est un des principes énoncés. Comment on transforme ça en action concrète là, lorsqu'on la propose à des personnes qui développent des applications, par exemple? Ça, c'est assez intéressant. Il faut leur demander de faire une fiche. Ah, Ça peut carrément. être quelque chose de très... Il y a pas mal de principes maintenant qui demandent à ce que l'IA devienne plus explicable. Et il y a une ligne directrice pour des essais cliniques, par exemple, qui leur demande de bien publier quelles sont les données qui ont été utilisées, quelles sont les limites de ces données, quel est l'algorithme qui a été développé, quel est le type de modèle mathématique qu'il inclut, quels sont les types d'expérimentations qui ont été faites. Aujourd'hui, quand on a un innovateur qui toque à la porte du CHUM, on lui dit « Mais où est-ce que vous avez expérimenté votre innovation avant de venir chez nous? Ben, j'espère qu'ils l'ont Est-ce que vous expérimenté ailleurs. avez Oui, parfois, ils ont besoin d'avoir un premier lieu d'expérimentation. Ils ne demandent pas mais on veut au moins savoir. On leur demande aussi, est-ce qu'il y a eu des approbations réglementaires? Donc, ce type de ce qu'on appelle d'une liste de contrôle, un petit questionnement, on l'a quand même beaucoup découlé de l'idée de transparence dans l'innovation en santé. Ben, c'est rassurant, tout ça, de voir que ça peut être bien balisé à l'aide de principes forts qui éventuellement se traduisent par des actions concrètes comme ça, Cécile. Ève, tu avais une question? Oui, peut-être. Donc, si je comprends bien, là, on parle de transparence du processus. C'est la transparence de l'équipe qui développe et pas nécessairement la transparence de l'algorithme. C'est de la manière dont vous... En fait, ce que je disais, c'est que bien sûr, il y a l'équipe qui développe, mais si c'est au niveau algorithmique, je sais que moi, quand je faisais des recherches, je voulais différencier ce qui était de l'IA, de l'apprentissage automatique de l'IA, qui est un système expert. Et si on demande quand même quel est le type d'apprentissage supervisé, non supervisé que vous avez mis en œuvre, les données utilisées pour l'entraînement, si ça touche aussi au système d'intelligence artificielle aussi. On a besoin de savoir, d'ouvrir la boîte noire quand on va dans des milieux de soins et qu'on propose à des médecins d'utiliser un algorithme. On a besoin de savoir autant que les développeurs. Vas-y, Ève. Jusqu'à quel point on peut l'ouvrir, cette boîte noire-là? On sait bien que le terme boîte noire, nécessairement, est noir. c'est fait en sorte qu'on ne voit pas si bien. Donc, on connaît autant que le développeur, mais il y a encore tous les enjeux d'interprétabilité avec lesquels vous bataillez un peu. C'est bien ça? Oui, ben, il y a toujours cet enjeu, on dit toujours de l'explicabilité. Donc, le système, par exemple, d'apprentissage profond est très efficace, très performant, très précis et spécifique, mais on ne sait pas comment il arrive à telle décision. C'est toujours cet exemple-là qu'on donne. Ben oui. Je vous dirais que pour l'instant, ces systèmes-là sont beaucoup en recherche. Nous, on n'est pas face à des systèmes extrêmement boîte noire, là, quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pas des processus très obscurs ou Donc, la boîte abscons. n'est pas très noire, Voilà. finalement, là, Elle n'est pas lorsqu'on très arrive proche noire. du terrain. C'est sûr qu'en recherche, on a du deep learning par-dessus du deep learning, puis ça devient vraiment profond et très noir, tandis que quand on se rapproche du terrain, ben, la boîte, on peut l'ouvrir puis regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot. Oui. Donc, si je comprends bien, on est vraiment plus vers ce qui est implanté, puis à quel point il y en a beaucoup, en fait, ma question est là, à quel point il y en a beaucoup qui sont implantés dans les milieux de soins, mais c'est principalement des systèmes experts? Il y a quand même pas mal de projets d'apprentissage automatique, là, le machine learning. Et je vois par exemple au CHUM, on a plus de 77 projets d'intelligence artificielle avancée, et là pas des systèmes experts. Donc, et même quand j'avais fait un recensement pour l'observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA numérique, l'OBVIA, je voyais quand même il y a beaucoup de développement là. On apprend en intelligence artificielle dans les centres hospitaliers. On expérimente, on demande aux professionnels de santé de faire comme une double validation. On essaie de comparer leurs performances. Par exemple, ici au CHUM, on a quand même un système d'intelligence artificielle très avancé pour la détection de la rétinopathie diabétique, avec des publications internationales. Donc,
c'est très avancé. En même temps, c'est pas si obscur que ça. Il y a toujours un professionnel qui vérifie. Là, on est quand même dans des terrains d'expérimentation. Le gros enjeu, je vous dirais, c'est l'implantation. Donc, comment on passe d'un système qui a montré ses preuves, qui est assez efficace, qui a remporté la confiance des professionnels parce qu'il leur fait gagner du temps, il leur permet de détecter des choses qui n'étaient jamais détectées avant. Donc, comment on passe de la micro-expérimentation vers un système qu'on puisse étendre à plus de centres hospitaliers et pas seulement ceux qui sont les mieux dotés, mais aller par exemple dans des centres de soins, des groupes de médecins de famille en province où on puisse faire de la détection de rétinopathie diabétique avec un expert à distance, en téléconsultation ou téléexpertise. Ça, c'est l'enjeu. C'est amener les systèmes d'IA là où ils sont les plus requis, où le besoin est le plus pressant. Très intéressant, Cécile. Donc, on voit que ça se rapproche, plus on se rapproche du terrain, plus c'est pertinent. Donc, le défi, c'est vraiment ça, là, d'appliquer sur le terrain. Mais vous l'entendez aussi, Cécile, dans les médias. Il y a un peu, en fait, en discutant avec vous, on ne le sent pas tant que ça, mais il me semble que lorsqu'on lit sur l'intelligence artificielle, il y a un petit peu d'enflure. Disons que l'enthousiasme là, est très grand à l'endroit de l'intelligence artificielle, y compris en santé. Là, on voit que ça peut s'appliquer, mais on est loin du deep learning là, qu'on nous promet ou d'un robot là, qui penserait seul et qui traiterait seul le patient. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à avoir une trop grande séparation là, entre des attentes qui seraient démesurées à l'endroit de ces applications-là, puis la réalité là, que vous constatez sur le terrain? Moi, j'ai changé un peu de position. J'étais assez sceptique avant de commencer à travailler au CHUM, et puis je suis plutôt enthousiaste maintenant. Parce Vous étiez que je sceptique, pense, pourquoi? peut-être par l'amoncellement d'articles qu'on peut lire sur les limites de l'intelligence artificielle, j'étais peut-être trop orientée vers une position critique. Mais je suis quand même impressionnée des applications qu'on peut mettre en œuvre. Et je vois qu'il y a quand même des attentes aussi du côté des patients. Là. Parce que ce qu'on découvre dans les centres hospitaliers, c'est qu'il y a beaucoup d'algorithmes très utiles dans les processus. Et on en parle moins parce que, d'une façon, entre guillemets, c'est moins sexy. Ben oui, dans les Mais ce qui processus. peut amener, voilà, l'approvisionnement, la gestion des ressources. Oui, c'est On vrai. essaie de développer, par exemple, des algorithmes pour mieux prédire nos besoins en équipement de protection En masque individuel. N95, puis... Exactement. Écoutez, entre passer d'une prévision faite avec de l'analytique très simple par des experts vers un système qui permet de prendre en compte des données de la santé publique, d'arrivée de patients et qui vous dit dans un mois vous aurez besoin de tant de nouveaux masques, etc. C'est quand même une avancée énorme. Et ça, on peut le faire aujourd'hui. L'argent est là, la volonté est là, des entreprises ont déjà les compétences, peuvent nous accompagner. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont en marche, ça va vite, mais comme on disait auparavant, il faut quand même toujours garder nos garde-fous et nous donner les ressources et peut-être que d'autres personnes nous soutiennent dans l'effort humain. Ce que je veux dire, c'est des ressources humaines pour soutenir ces professionnels de santé dans l'implantation, l'analyse des impacts, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'on implante beaucoup, mais aujourd'hui, il n'y a pas de fonds innovation IA. Là. On ne peut pas se leurrer. La plupart Il n'y a pas de fonds innovation IA? dédiés en santé dans les hôpitaux, là, on n'a pas une allocation qui viendrait pour pouvoir nous dédier entièrement à ces implantations d'innovation. La plupart des projets sont financés par des fonds de recherche ou par des subventions qui sont fédérales ou provinciales, mais qui sont toujours orientés dans des projets recherche-expérimentation. Il faudrait quand même Donc, qu'il y ait un soutien à l'implantation. Le passage au financement, là, en ce moment, le financement irait plus vers la recherche, puis pas assez vers l'implantation, l'implication plus pratique, c'est ça? On en a. Il y a vraiment des groupes qui font un travail énorme. Par exemple, je pense à des consortiums comme MedTech, TransMedTech. On a quand même des fonds comme Vitrine du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Mais c'est pas suffisant, là, je dirais, par rapport aux besoins qu'il y a en termes d'explantation, implantation dans la plupart des établissements de soins. Il manque des financements, un soutien à la transformation, la gestion du changement, financement des ressources humaines, parce qu'on sait qu'on est en santé, on a besoin d'infirmières auxiliaires, de commis, de préposés, c'est vital pour nous soigner.
mais tous ces personnages de soutien sont aussi importants. Puis est-ce qu'on sent que tranquillement, le financement, le système pousse dans cette direction-là ou résiste encore à cette J'ai direction? pas vraiment connaissance des évolutions. Là, je pourrais pas répondre. Ce que j'observe, c'est que dans le meilleur des mondes, tout le monde serait focalisé vers la transformation responsable. Oui. Et on aurait plus de fonds pour faire ça, mais dans un monde de ressources limitées, et c'était mes enseignements de sciences économiques qui reviennent, avec la multiplicité des contraintes qui existent, on optimise sous contrainte. Tout à fait. Bon, ça sera une belle conclusion pour tout ça, Cécile. Alors, on va arrêter l'entrevue maintenant. Vous avez été vraiment généreuse. Ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble. C'est passionnant de vous entendre. C'est la première fois là, qu'on abordait concrètement le système de santé, les applications IA santé. C'est passionnant de voir ce qui se trame concrètement. Puis, en fait, de mon côté, je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus de la réalité du terrain que peut-être dans d'autres domaines. Il y a quelque chose de l'ordre de... Ça se passe, là. C'est en train de se passer en ce moment sur le terrain. Mais merci, Cécile, d'avoir accepté notre invitation à IA Café. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Ève, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. C'était Jean-François Sénéchal en compagnie d'Ève Gaumont et de notre invitée Cécile Petitgan. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. OK, merci Cécile. Je vous laisse, je vais fermer mon appareil. Puis merci encore. Ciao. Merci. Ciao.